Reine-Marie Albou, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue de formation, psychanalyste superviseuse, membre de la Société française de psychologie analytique. Vous êtes également membre du comité de rédaction et présidente des cahiers jungiens de psychanalyse. J'ai rien oublié? Non, non. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de transformer votre conférence en entretien filmé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser la question, j'aimerais savoir comment vous avez rencontré Jung. Oui, alors j'ai rencontré Jung il y a fort longtemps, pendant mes études de psychologie clinique que j'ai démarré à Paris 7, qui à l'époque était un temple freudo-lacanien. On est dans les années 77, 78. Et moi, je suis très intéressée par la psychanalyse. J'ai l'intuition qu'un jour, je serai psychanalyste. Et en même temps, je m'intéresse depuis très longtemps à la littérature. Et j'ai lu tous les auteurs, Virginia Woolf, Proust, Henry James, Faulkner, qui parlent de la vie psychique, de ce qui est derrière les choses, de ce courant de conscience qui nous emmène parfois dans des chemins de traverse. Et je connais Freud, voilà. Et puis, assez rapidement pendant ma formation, je me suis rendu compte que, à la fois j'étais très intéressée, mais que quelque chose me manquait dans cet enseignement qui m'était dispensé. Et comme le hasard fait bien les choses, je faisais à l'époque aussi du chant lyrique dans une classe de chant. Et j'ai rencontré Flore de la Palme, qui a été pendant longtemps, elle a pris sa retraite maintenant, mais l'une de mes collègues à la Société française de psychologie analytique, qui elle-même chantait, et qui m'a dit « Écoute, je crois que tu devrais lire Jung ». J'avais, je crois, 19 ans et demi. J'ai acheté ma vie. Et je me revois dans le métro, ouvrir ses premières pages, commencer à lire, et je crois que j'étais à la station Port-Royal, et là je me dis, je suis arrivée chez moi. Voilà. Et ça ne m'a jamais quittée depuis. Ce sentiment de familiarité, de résonance, de proximité avec des expériences que j'avais pu vivre, et qui m'ont beaucoup aidé évidemment à les comprendre et à en faire quelque chose dans ma propre vie. Bien, merci pour toutes ces jolies anecdotes. Ce qui nous amène à notre sujet. Si nous nous rencontrons aujourd'hui, c'est pour parler de l'amour, et plus précisément de l'amour dans l'œuvre jungienne, qui est notre thème pour cette année en cours. Intéressé par ce sujet, vous en êtes saisi à bras le corps, et vous nous proposez aujourd'hui de revisiter, de visiter pour certains et certaines d'entre nous, l'autobiographie de Carl Gustav Jung, justement. Vous avez repéré les occurrences du mot amour dans le but de pouvoir le relier ensuite à son œuvre. On sait à quel point les deux d'ailleurs sont reliés, puisque dans son autobiographie, il dit l'une et l'autre à propos de sa vie et de son œuvre. Alors, Reine-Marie Albou, qu'avez-vous à nous présenter aujourd'hui? Alors d'abord, vous m'avez mise en face d'un sacré challenge. Parce que c'est vrai que le thème de l'amour chez Jung, dans l'œuvre de Jung, n'est pas une entrée habituelle. Et j'ai accepté parce que je suis toujours curieuse de faire des recherches. Et je me suis donc mise à la recherche des occurrences du mot amour, bien au-delà de ma vie. J'ai commencé par ma vie, mais j'ai aussi élargi cette recherche. Alors ces occurrences, elles sont peu nombreuses, mais elles sont extrêmement marquantes. Et cette enquête m'a conduite vers plusieurs grands motifs qui traversent la vie et l'œuvre de Jung et son parcours d'individuation. Et c'est ce que je me propose d'évoquer avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors, nous allons donc nous intéresser à la façon dont Jung évoque l'amour, à la fois comme mystère impossible à résoudre, mais aussi comme agent de la transformation dans le transfert. Nous partirons de son expérience infantile, c'est la sienne, c'est la nôtre, qui l'amène à douter, à se montrer, je le cite, toujours méfiant dès que l'on prononçait le mot amour, en passant par son amour de la nature, des animaux, l'élaboration de sa psychologie du transfert, jusqu'à son questionnement sur l'amour divin. Et en fait, en préparant cette conférence, j'ai réalisé que l'amour est toujours présent tout au long de la vie de Jung
et de son propre cheminement. Alors il l'a théorisé aussi dans la typologie, avec les fonctions sentiment et pensée, mais aussi avec les opposés que sont Eros et Logos, qui témoignent des forces à l'œuvre dans nos vies psychiques, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et nous verrons qu'en fait c'est vraiment un sujet tout à fait passionnant. Oui. Alors pour vous parler de l'amour dans l'œuvre de Jung, je suis revenue à Jung, à la lecture de Jung, et la plupart des éléments de cette conférence sont extraits de ses écrits, que je vais donc vous lire. Nous serons ainsi au plus près de la source. Et à travers ce parcours de l'amour, vous verrez en 7 grandes étapes ou stations, de l'amour de l'enfant pour sa mère à l'amour divin, vous entendrez de très nombreuses citations issues de ma vie, dont vous avez parlé tout à l'heure, et par laquelle j'ai commencé, mais aussi des métamorphoses, de psychologie de l'inconscient, de problèmes de l'âme moderne, de psychologie et éducation, de psychologie et alchimie, de la psychologie du transfert, de différents séminaires, de sa correspondance, et aussi du très fameux livre rouge. D'accord, tout un programme. Et je vous en remercie parce que c'est vrai, quand j'ai voulu aborder ce thème de l'amour dans l'œuvre jungienne, c'était en toute connaissance de cause. Je savais que c'était un thème qui n'avait pas été approfondi réellement et développé par Jung lui-même, sauf que je m'étais aperçu qu'il en parlait un peu tout au long de sa vie, de son œuvre. Et donc je vous remercie pour tout le travail que vous nous offrez aujourd'hui, et d'autant plus que d'autres intervenants vont parler de ce sujet, et ils vont approfondir des thèmes que vous allez nous présenter aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez parlé donc de son vécu infantile. Je crois que c'est par là qu'on commence. Oui. Ben oui, parce que si nous parlons de l'amour dans l'œuvre de Jung, il faut revenir à son enfance, qui est une période tellement marquante dans sa vie et dans nos vies, un creuset de nos relations futures et de notre rapport à l'amour. Alors dans son autobiographie, Jung se remémore sa toute petite enfance. Et c'est une première lecture. Je souffrais, comme ma mère me le raconta plus tard, d'un eczéma généralisé. D'obscures allusions à des difficultés dans le ménage de mes parents planaient autour de moi. Il peut se faire que ma maladie ait été en relation avec une séparation momentanée de mes parents. C'est une intuition très juste que Jung a, parce qu'on sait aujourd'hui que certaines formes d'eczéma, certaines formes d'asthme sont tout à fait liées à des problématiques que l'enfant peut rencontrer dans le couple parental ou dans des expériences qui sont plus ou moins difficiles pour lui. Et on sait que les enfants sont dans la captation. Tout à fait, comme des caisses de résonance. Ma mère séjourna alors pendant plusieurs mois à l'hôpital de Bâle, et il est probable que sa maladie ait été la conséquence de sa déception matrimoniale. À cette époque, une tante s'occupait de moi. Elle avait environ 20 ans de plus que ma mère. Cette longue absence me préoccupait toujours. À partir de ce moment, écoutez bien, je fus toujours méfiant dès qu'on prononçait le mot « amour ». Le sentiment qu'éveillait toujours en moi le féminin fut longtemps et spontanément qu'on ne pouvait par nature lui faire confiance. Père signifiait pour moi digne de confiance et incapable. Tel est le handicap avec lequel j'ai débuté. Plus tard, cette impression première fut révisée. Je crus avoir des amis et j'ai été déçu par eux. J'étais méfiant à l'endroit des femmes et je n'ai pas été déçu par elles. Fin de citation. Alors, vous entendez le lien discret que Jung opère entre amour et féminin. Alors, c'est très intéressant, quand on continue notre parcours, de découvrir ce que Jung peut dire de la relation du fils à la mère dans différents écrits. Dans Métamorphose de l'âme et de ses symboles, bien sûr, mais aussi dans de nombreux séminaires. Comment, à partir de cette expérience première d'une mère manquante, il retrouve en lui la possibilité de compensation et aussi l'acceptation de la faillibilité de la mère. C'est de nouveau Jung qui parle. Plus est lointaine et irréelle la mère personnelle, plus la nostalgie du fils va chercher loin dans les profondeurs de l'âme
et y réveille cette image originelle et éternelle de la mer, à cause de laquelle tout ce qui embrasse, qui entoure, qui nourrit et qui aide prend la figure de la mer, de l'alma mater, de l'université jusqu'à la personnification des villes, des pays, des sciences et des idéaux. Donc nous voyons bien se dessiner cette idée d'un schème fondamental. Et écoutez aussi ceci. C'est très intéressant à notre époque où on questionne les rôles, où la question du genre devient centrale, où tout un tas de schémas sont remis en question. L'exaltation exagérée de l'instinct maternel et cette image de la mère qui en tout temps et dans toute langue a été chantée et glorifiée. Cet amour maternel fait partie des souvenirs les plus touchants et les plus inoubliables de l'âge adulte. Racine mystérieuse de tout devenir et de toute métamorphose, retour chez soi et descente en soi-même, fond originel silencieux de tout commencement et de toute fin. Jung est aussi un poète. Intimement connue et étrangère comme la nature, d'une tendresse pleine d'amour et d'une fatale cruauté. Vous voyez comment la tension des opposés s'opère là, hein. Dispensatrice de vie joyeuse et jamais lasse, mère de douleur, porte muette qui se referme sans réponse derrière la mort. Mère, c'est l'amour maternel, c'est ce que moi je vis, c'est mon secret. Que saurait-on dire de trop inexact, de trop insuffisant, voire de trop mensonger de cet être humain appelé mère et qui est peut-être la porteuse fortuite de cette vie qui en forme en elle et moi et toute l'humanité. Certes, on l'a toujours fait et le fera toujours. Pourtant, celui qui sait ne peut plus accabler de cet énorme et important fardeau de responsabilités et de devoirs, de ciel et d'enfer, cet être humain faible et faillible, digne d'amour et d'indulgence, de compréhension et de pardon que fut pour nous notre mère. Il sait que de toujours, ce fut elle qui porta l'image innée de la mater natura et de la mater spiritualis, de tout ce qui englobe la vie à qui, enfants abandonnés, nous avons été confiés, mais aussi livrés à sa merci. Alors ça, c'est un très beau texte, parce que vous voyez que la mère est à l'origine de tout. Elle nourrit dans cette acceptation la compréhension que Jung se fait de la régression et toute l'approche théorico-clinique originale qui en découle. Mais dans cette phrase que je viens de lire, et qui est d'une grande justesse clinique, Jung rappelle d'une certaine façon les débuts et la fin d'un parcours analytique. C'est-à-dire au départ l'expression de la dépendance, des reproches qui sont souvent adressés à la mère ou aux parents au début d'une thérapie, et qui, dans le meilleur des cas, se transforment peu à peu en une compréhension de cette humanité des parents, de la mère, et en l'acceptation de leur vulnérabilité. C'est alors un amour juste qui peut intervenir, qui peut advenir, et une entrée dans la vie mature. Celle-ci peut se faire fort tard pour certains d'entre nous, certains patients, mais en même temps, elle représente une libération des possibilités créatrices d'un individu. Donc, Jung a une compréhension très profonde de l'âme humaine. Il le dit en des termes extrêmement forts et poétiques. Et toujours, il y a le Jung clinicien qui nous accompagne au plus près de notre pratique clinique avec les personnes dont nous nous occupons. Oui. Donc, pour Jung, l'amour, il est c'est d'abord la mère. Oui, c'est le point de départ. Alors, la mère ou le substitut de la mère. Alors, je continue à lire ce que Jung dit de l'amour. À peine l'homme a-t-il abandonné sa mère, source de sa libido, qu'il est animé d'une soif éternelle de la retrouver pour boire le renouvellement à sa fontaine de jouvence. Et il accomplit son périple afin de retourner dans le sein de la mère.
Chacun des obstacles qui s'amassent sur le sentier de la vie et menacent d'arrêter son ascension porte vaguement les traits de la mer terrible qui, par le poison dévorant de la nostalgie secrète du passé, paralyse son courage de vivre. Dans chaque succès, il retrouve un peu de la mer souriante, dispensatrice de vie et d'amour. Ce sont là des images qui appartiennent à la profondeur si intuitive du sentiment de l'homme, dont les traits ont été déformés à les rendre méconnaissables par l'évolution toujours progressive qui se fait à la surface de l'esprit humain. Vous voyez, là, il met en tension l'inconscient, les images de l'inconscient et la psychologie consciente. La rude nécessité de l'adaptation travaille sans relâche à faire disparaître les dernières traces de ces monuments primitifs des débuts de la pensée pour les remplacer par des lignes qui représenteraient avec une exactitude de plus en plus grande la réelle nature des objets. C'est seulement en triomphant des obstacles dressés par la réalité que l'individu se libérera de la mer, intarissable source de vie pour le travailleur, le chercheur, avide de création, mais démon de mort qui saute à la gorge du nonchalant, du paresseux, du peureux, du lâche. Alors vous voyez, Jung n'est pas du tout politiquement correct. Et à la fois, il chante les bienfaits de la régression, sous réserve d'être capable d'y renoncer. On peut dire de régresser pour en sortir. Exactement. Et on comprend bien l'enjeu entre dépendance et autonomie dans ce mouvement de régression proposé par Jung. Régresser, oui, bien sûr, pour se reconnecter aux forces vives de l'inconscient, mais aussi pour en sortir, et donc sacrifier ce désir d'y rester. Peut-être à propos de ces citations, savez-vous que Jung a été à l'origine, en partie du moins, de la création des alcooliques anonymes, parce que l'un de ses fondateurs a été un patient de Jung. Oui, j'en avais entendu parler. Voilà, il y a une lettre célèbre de Jung dans sa correspondance que nous avons reprise dans le cahier jungien de psychanalyse du juin 2018, qui est consacré au thème liberté et dépendance. Il y a la lettre de Jung où il témoigne de l'expérience qu'il a eue avec ce patient et de la façon dont le travail qu'ils ont mené ensemble a pu aider cet homme à proposer cette modalité particulière d'aide à celles et ceux qui étaient pris dans la même dépendance. Et là, on voit bien se mettre en tension, pour Jung, c'est comme une évidence, cette dépendance alcoolique, mais on peut la trouver aussi dans d'autres substances. Et là, on voit bien le retour dans le sein de la mère d'un enfant à moitié inconscient qui se laisse bercer, à une démarche qui permet à cet enfant de sortir de ces brumes pour aller vers quelque chose d'une autre nature qui va être plus liée à la spiritualité. C'est intéressant cette régression pour retrouver l'amour maternel premier, celui qui fait grandir, qui permet de croître, de se développer, en faisant attention de ne pas tomber dans les griffes de celui qui enferme, qui piège, qui empêche l'émancipation. Et ce dragon, il est très présent dans nos vies, et on le voit aussi dans toute la mythologie moderne. Les séries, les films à grand succès retracent toujours l'histoire du héros qui va à un moment donné combattre avec le dragon ou les dragons pour s'émanciper et se trouver, revenir à lui-même, mais dans une autre étape de vie qui est beaucoup plus féconde et créatrice. Ce que Jung faisait comme postulat, et j'imagine que c'est de cela dont ils ont pu parler et qu'ils ont travaillé avec ce patient, c'est le lien entre l'alcool, la dépendance alcoolique, qui répond à un autre besoin qui est de mettre en tension le pulsionnel et le spirituel. Et c'est quelque chose qui a été très aidant, je pense, pour cet homme, de comprendre ce vers quoi finalement il pouvait tendre. C'est vrai que dans les alcooliques anonymes, lorsqu'on les entend parler de leur expérience, la spiritualité, de ce qui relève de l'âme, de ce qui relève du sens, est au premier plan. Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur le thème de spiritualité, sur ce qui relève de l'âme, parce que je crois qu'on arrive à votre seconde étape,
qui est celle de la relation de Jung avec le monde du vivant. Hein, est-ce que y a quelque chose qui relève de l'âme? Oui, Jung le dit hein, dans Ma vie, dans les chapitres qui relatent son enfance. Hein, Jung parle de l'âme de Dieu qui se faufile dans tous les aspects des mondes du vivant, hein, que ce soit le minéral, le végétal, le monde animal, le monde humain bien sûr, hein, et qu'il théorisera avec cette formule magnifique aussi de l'anima mundi. Hein. Mais bon, on pourrait s'éloigner un peu de notre sujet. Mais concernant, c'est la deuxième station, si vous voulez bien, la relation de Jung au monde avec un S du vivant, peut-être qu'on peut faire l'hypothèse qu'à partir de cette expérience initiale du manque, hein, Jung a développé une sensibilité, une relation très particulière hein, avec les mondes du vivant. Jung était un enfant solitaire, hein, il se vivait comme différent. Il vivait dans un monde où la nature était très présente hein, et il a été tout à fait passionné par ses expériences avec l'eau, les chutes du Rhin qui étaient si proches de son domicile, la terre, la pierre, le bois, enfin les animaux qui étaient très présents dans cet univers hein, et il était au contact de toutes ces expériences, au contact de la nature. Alors les préoccupations de Jung, elles peuvent nous sembler tout à fait évidentes aujourd'hui. Je crois que la plupart des publications récentes concernent l'Anthropocène, les dommages que les êtres humains créent à la Terre avec un grand T, les risques écologiques, enfin on est vraiment dans cette préoccupation, j'en profite. Oui. Deuxième petite référence au cahier jungien de psychanalyse qui vient de sortir, qui est un magnifique numéro dont l'intitulé Nature, vivre la Terre est accompagné d'une très belle toile de Fabienne Verdier. Et c'est un numéro qui est d'une actualité brûlante et qui reprend de très nombreux textes de Jung, y compris des textes du Livre Rouge, où Jung parle de son rapport notamment aux animaux. Il en dit des choses très belles. Dans le Livre Rouge, il dit « J'aimais tous les animaux à sang chaud, parce qu'ils nous sont proches et qu'ils participent à nos ignorances. Je les aimais parce qu'ils ont une âme. Et comme nous, à ce que je croyais, ils éprouvent joie, tristesse, amour, haine, faim et soif, angoisse et confiance, tous les contenus essentiels de l'existence, à l'exception de la langue, du langage, de la conscience acérée et de la science. Certes, j'admirais cette dernière comme il convient, mais j'y voyais la possibilité d'une déviation, d'un éloignement du monde de Dieu et d'une dégénérescence dont l'animal n'était pas capable. C'étaient les animaux qui étaient bons, fidèles, immuables, dignes de confiance, alors que je me méfiais des hommes plus que jamais. En se remémorant ses années de collège, Jung se souvient de son rapport à certaines disciplines. À l'opposé du cours de philosophie en l'occurrence, il y avait pour moi la physiologie. J'en avais un profond dégoût à cause de la vivisection, pratiquée dans le seul but de démonstration. Je ne pouvais jamais me libérer du sentiment que les animaux à sang chaud nous étaient apparentés et n'étaient pas automatiquement des automates à cerveau. Alors je séchais ces séances de démonstration chaque fois que possible. Ma pitié pour les créatures ne datait pas de la philosophie de Schopenhauer avec ses allures bouddhistes. Elle reposait sur la base plus profonde d'une attitude d'esprit primitive, de l'identité inconsciente avec les animaux. Oui, l'extrait que vous avez choisi est vraiment parlant. Hein, on s'aperçoit, c'est net, hein, de la compassion de Jung hein, envers les animaux, dans le sens même étymologique du terme, hein, c'est-à-dire on sent qu'il souffre, hein, qu'il souffre avec eux, qu'il souffre pour eux. Et alors il dit qu'il sèche les cours de vivisection. Est-ce que vous diriez qu'il sèche ces cours-là par amour pour les animaux? Oui, je crois. Je crois, et même j'en suis certaine. Écoutez ce que dit Jung alors, dans le Livre Rouge hein, des animaux. L'animal ne se révolte pas contre son espèce. Regarde les animaux. Vous savez que dans le Livre Rouge, Jung s'adresse, hein, il nous tutoie, il nous invite
à l'accompagner dans son parcours de régression. Regarde comme ils sont justes, comme ils sont honnêtes, comme ils obéissent à leurs traditions, comme ils sont fidèles à la terre qui les porte, comme ils prennent soin de leurs petits, comme ils vont ensemble chercher leur nourriture, comme ils s'attirent mutuellement vers la source. Il n'en est pas un qui dissimule l'excédent de leur butin et laisse ses frères mourir de faim. Il n'en est pas un qui soumette de force sa propre espèce à sa volonté. Il n'en est pas un qui s'imagine être un éléphant alors qu'il est un moucheron. L'animal vit avec honnêteté et fidélité la vie de son espèce, et rien de plus et rien de moins. Je crois que cette confiance, il l'a gardée tout au long de sa vie. Confiance et estime. Dans un ouvrage qui a été publié récemment à La Fontaine de Pierre, et que j'ai lu cet été, Mon analyse avec Jung, de Sabi Tauber, celle-ci rapporte une conversation avec Jung où il lui explique le rôle essentiel du chien boxeur qui l'accompagnait dans ses consultations. À une certaine époque, lui dit-il, j'avais un boxeur français qui saisissait parfaitement bien le caractère de mes patients. Marie-Louise von Franz travaillait avec son bulldog, je crois. Et Freud avait des chiens chochos à la fin de sa vie. Des chiens qui lui avaient été offerts par la compagne de sa fille et auxquels il était extrêmement attaché. À la fin d'une séance, j'ai demandé donc à l'une de mes patientes qui avait souffert d'une grave dépression ce qui l'avait le plus aidé. Jung devait sous-entendre dans l'approche thérapeutique que je vous ai proposée, et celle-ci de lui répondre « votre chien ». Chaque fois qu'elle se sentait poussée à sauter dans le lac ou de se jeter sous un train, le chien l'accompagnait, il ne la quittait plus jusqu'au moment où elle avait pris son train. Alors moi j'ai eu la chance de visiter le petit village où Jung a vécu, et on peut très bien imaginer ce chien accompagnant la patiente à la gare et ne la lâchant pas d'une semelle jusqu'au moment où elle reprenait le train pour Zurich. Et je trouve que dans cette situation, Jung accepte avec beaucoup de modestie de reconnaître le rôle essentiel de thérapeute à son chien. Jung ne l'est pas toujours modeste, mais là il est. Et oui, c'est le prolongement du thérapeute dans ce cas de figure. Et là, peut-être même le vrai thérapeute. Dans le cahier jungien qui vient de sortir sur la nature, il y a un très bel article qui s'appelle Phèdre, thérapeute aux longues oreilles. Une de nos collègues, Delphine Renard, est non-voyante, et pendant de très longues années, elle a travaillé avec sa chienne Phèdre, qui l'a accompagnée à la fois pendant son parcours, puisqu'elle s'est, après un premier temps de vie, formée à la psychologie. Elle a fait ses stages en hôpital psychiatrique avec sa chienne, et ensuite elle a reçu en consultation avec sa chienne. Et elle explique dans ce vraiment beau texte comment c'est une co-création entre elle et la chienne, et même avec le patient, quelque chose qui se déroule d'un ordre très différent d'un travail qu'elle aurait pu mener ou qu'elle mène maintenant seule. Et elle raconte que quand elle faisait ses stages en psychiatrie, elle avait un contact qui était grandement facilité avec tous les patients qui étaient évidemment ravis de voir arriver ce chien. Par un chien. Voilà, et que les seuls très inquiets étaient souvent les psychiatres. Nous arrêterons là. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, Reine-Marie Albou, la prochaine étape qu'on va aborder, c'est celle de la vie amoureuse de Carl Gustav Jung. Mais oui, qui a fait couler tellement d'encre. Et oui, beaucoup d'encre. Troisième station, donc, la vie amoureuse. Alors nous en avons tous entendu parler de cette vie amoureuse. Ah oui. De son mariage avec Emma, aperçue dans une famille amie alors qu'elle n'avait que 14 ans. De ses relations extra-conjugales avec Sabina Spielrein, Toni Wolff, qu'il installe dans sa maison de Küsnacht, d'une certaine façon, et de bien d'autres encore. Que dire? Son physique avantageux, son magnétisme, son pouvoir de séduction, mais aussi la très grande liberté qu'il s'accorde, lui font mener une vie amoureuse complexe et en rupture avec les codes et les normes de son temps. Mais au final, c'est une relation exceptionnelle avec son épouse, dont il témoignera dans ma vie, lien indéfectible qui s'est déployé dans le temps d'une vie et dont il pensait qu'il se prolongerait bien au-delà. Alors évidemment, là encore, les racines de l'enfance sont intéressantes à prendre en compte.
parce qu'on pourrait dire que Jung, comme beaucoup d'hommes de son temps, mais encore aujourd'hui, a une image double. La mère et la maîtresse, l'épouse, la prostituée, la muse, et celle avec qui on va mener une vie plus conjugale. Alors voilà ce qu'il en dit. Pendant l'absence de ma mère, notre servante s'occupait de moi. Je sais encore comment elle me prenait sur son bras et comment je posais ma tête sur son épaule. Elle avait les cheveux noirs et un teint olivâtre. Elle était très différente de ma mère. Je me rappelle la racine de ses cheveux, son cou avec sa peau fortement pigmentée et son oreille. Cela me paraissait si étrange et cependant singulièrement familier. J'avais l'impression qu'elle n'appartenait pas à ma famille mais uniquement à moi, et que d'une manière qui m'était incompréhensible, elle se rattachait à des choses mystérieuses que je ne pouvais saisir. Le type de cette jeune fille devait plus tard représenter un des aspects de mon anima. À ce contact, j'éprouvais le sentiment de quelque chose qui était insolite, quoique connu depuis toujours. Telle était la caractéristique de cette figure, qui fut plus tard la quintessence du féminin. Et Sabina Spielrein, comme Toni Wolff, correspondent à ces critères physiques qu'il vient de décrire. J'entends déjà un mot qui se répète, c'est celui du mystère, dès qu'il aborde l'amour. Il le dira, hein, ça sera d'ailleurs un des éléments de la conclusion, et ce mystère qu'il n'a jamais pu résoudre. Alors, le mystère et le conflit entre amour et devoir, parce que c'est quand même un homme de son temps. Alors lui cherche à le résoudre de façon très personnelle, en tenant ce lien, cette tension entre des opposés, et de conclure que les solutions purement extérieures sont dans ces cas-là plus mauvaises que l'absence de solution. Moi j'entends les codes, les normes du temps ne me conviennent pas, donc je vis la vie que je pense devoir vivre en trouvant des solutions qui me sont plus personnelles. Pourtant, Jung deviendra fin thérapeute de couple. Comme quoi, ça je l'ignorais. On travaille parfois sur des sujets sur lesquels soi-même on est en très grande difficulté. Jung, thérapeute de couple, Jung, précurseur de la thérapie familiale. Écoutons ce qu'il dit sur le sujet. La vie érotique enclôt des problèmes qu'elle comportera jusqu'à la fin des temps, quelles que soient les dispositions que des législations futures pourront être amenées à envisager. C'est très intéressant de lire ça à notre époque, où on est en pleine transformation sur justement ces éléments de législation. C'est vrai. De ce qu'est un couple, de ce qui ne l'est pas, et de la famille. Et de la famille. On a connu ces dernières années de nombreux remous, d'autres encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, Jung était très ouvert aussi à cette idée que rien n'était figé, que l'esprit du temps était un esprit qui évoluait et dont il savait qu'il allait se transformer. Il dit que l'homme possède à titre originel une nature animale, qui persistera tant que l'homme aura un corps animal, et souhaitons qu'il le garde longtemps. Et d'autre part, du fait qu'elle est apparentée aux formes plus hautes de l'esprit. Par suite, la vie érotique ne s'épanouit que lorsque l'esprit et l'instinct se trouvent en heureuse concordance. Que l'un ou l'autre aspect présente une carence et déjà se fait jour un dommage, ou au moins une unilatéralité déformante qui mène trop facilement vers le maladif. Trop d'animalité défigure l'homme civilisé, trop de culture crée des animaux malades. Alors ça, c'est formidable. Quand on reçoit un patient, que le patient arrive avec une demande au niveau de la question de la sexualité, on peut commencer à se dire qu'il y a quelque chose aussi, probablement, de la spiritualité qui sera amenée à être animée, et que ce problème de sexualité ne se résoudra pas sans cette tension entre le pulsionnel et le spirituel. Mais à contrario, quand on voit arriver des patients, et moi je fais partie d'une génération où j'ai vu arriver des patients qui venaient consulter une analyste jungienne pour ne pas travailler le pulsionnel, et qui venaient bercer des grandes images archétypiques,
d'une représentation du soi et qui cherchait à s'élever. Et qui arrivait avec une préoccupation de spiritualité pour laquelle je pouvais imaginer que l'enjeu de la sexualité serait très important à réanimer. Oui. Et Jung le dit, Jung dit, quand un patient vient me consulter pour des questions de sexualité, je sais qu'il y aura des sujets de spiritualité et inversement. Et on voit que Jung est un clinicien, moi c'est le Jung que j'aime. Oui. Il se situe vraiment au plus près des difficultés rencontrées par ses patients dans une vision complète de l'homme. Et il ne fait pas l'impasse sur ce que nous venons d'évoquer, la question de la sexualité, comme certains l'imaginent souvent ou ont pu l'imaginer. Et tout ce qu'il peut évoquer renvoie toujours à cette tension, une vérité brûlante entre le pulsionnel et le spirituel. Mais l'un n'est jamais valorisé au détriment de l'autre. C'est très juste de le rappeler. Oui. Oui, parce que ça nous conduit à l'amour, et à l'amour dans le couple. Et là aussi, Jung nous dit des choses tout à fait passionnantes sur la sexualité, justement. La sexualité normale, expérience que les conjoints partagent et qui semble avoir chez eux la même orientation, renforce le sentiment d'unité et d'identité. On appelle cet état harmonie totale. On le chante. C'est vrai qu'une grande partie des œuvres de toute nature chantent l'amour comme un grand bonheur. On le chante comme un grand bonheur. Et à juste raison, sans doute. Car c'est le retour à cet état d'inconscience et d'unité instinctive d'autrefois. Un retour à l'enfance. D'où le comportement puéril de tous les amoureux. Ce qui est très juste. Oui, c'est vrai. Et plus encore, c'est comme un retour dans le sein maternel. Dans les eaux mystérieuses, pleines d'une abondance créatrice encore inconsciente. En vérité, il est impossible de le nier, c'est faire vivre en soi la divinité. Et la sexualité permet de faire vivre en soi la divinité, dont la toute-puissance efface et engloutit tout ce qui reste purement individuel. C'est une véritable communion entre la vie et la destinée impersonnelle. Mais ensuite, et c'est là où les choses deviennent parfois compliquées, je pense aux jeunes couples qui ont un premier enfant, Jung dit la volonté opiniâtre de conservation personnelle ensuite est brisée. La femme devient mère, l'homme devient père, et tous deux perdent de ce fait leur liberté pour devenir les instruments de la vie en marche. Combien de couples d'aujourd'hui vivent ces difficultés après la naissance d'un premier enfant, situation toujours idéalisée alors que l'équilibre passé dans le couple vole en éclats, jusqu'à parfois des séparations qui interviennent très tôt après la naissance de l'enfant. La femme est accaparée par ce petit être, l'homme se sent exclu, le contraire d'ailleurs arrive aussi parfois, et c'est tout l'enjeu pour ce couple de retrouver une vie de couple et non plus seulement de parents, et parfois c'est très compliqué. Et donc vous voyez que Jung a aussi sur cette question-là des positions tout à fait importantes. Même si certaines de ces positions peuvent nous sembler un peu datées, comme par exemple quand il dit « La femme sait de plus en plus que l'amour seul lui donne la plénitude du développement. De même que l'homme commence à saisir que l'esprit seul, donne à sa vie son sens le plus noble, et tous deux, au fond, cherchent le rapport qui les unira, parce que l'amour a besoin pour se compléter de l'esprit, et l'esprit de l'amour. » Alors il me semble qu'aujourd'hui, l'enjeu pour les femmes comme pour les hommes est de tenir vivant en eux Eros et Logos, dans un jeu de complémentarité, certes, mais sans position unilatérale de l'un ou de l'autre. Et pour clore cette séquence, je vous propose cette parole, dont on s'est dit qu'elle était d'une puissance tout à fait inégalée. Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. C'est en effet une citation d'une puissance inégalée, et à elle seule, elle pourrait nous inspirer une passionnante conversation au sujet du couple, de la relation de couple, mais on s'est garé un peu de notre sujet du jour. D'ailleurs, quelle est la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, elle va nous conduire à nous intéresser au transfert et à l'alchimie.
le transfert dont Jung parle si magistralement dans Psychologie du transfert, est l'agent de la transformation. Il en partageait avec Freud la conviction évoquée dès leur rencontre en 1907. Lorsque ce dernier lui demande ce qu'il pense du transfert, Jung lui répond qu'il avait la profonde conviction que c'était l'alpha et l'oméga de la méthode analytique. Alors Freud lui dit, vous avez compris l'essentiel. Les voilà tous les deux embarqués dans l'odyssée de la cure. Jung articulera ensuite sa compréhension du transfert, de l'amour de transfert à l'alchimie, qui lui permettra de métaphoriser ces mouvements indicibles qui animent les relations entre patients et thérapeutes. Alors voici ce qu'il en dit dans Psychologie du transfert. Le transfert modifie la figure psychique du médecin, et cela sans que d'abord lui-même s'en rende compte. Il est affecté, tout comme le patient. Il a beaucoup de mal à se différencier de ce qui le tient en son pouvoir. On voit donc naître des deux côtés une confrontation directe avec les ténèbres, où réside l'élément démoniaque, c'est-à-dire le négatif, la destructivité. Cet entrecroisement paradoxal d'éléments positifs et d'éléments négatifs, de confiance et de crainte, d'espoir et de méfiance, d'attirance et de résistance, caractérise la relation à ses débuts. C'est l'état de haine-amour, des éléments que les alchimistes ont comparés au chaos originel de l'univers. L'inconscient activé apparaît comme un pêle-mêle de contraires déchaînés, entraînant comme exigence de tenter de les réconcilier, ce qui donnera naissance, comme disent les alchimistes, au grand remède universel. Alors, pour continuer dans cette veine alchimique, dans psychologie et alchimie, nous voyons se déployer cette dialectique très particulière entre le conscient et l'inconscient chez Jung, qui conduit à cheminer dans le processus d'individuation pour accéder à une vie pleine et entière où l'amour peut enfin se déployer. Le travail avec le rêve est l'un des vecteurs de cette dialectique. Dans Psychologie et Alchimie, Jung évoque le rêve d'un patient qui survient à la fin d'une suite de rêves. C'est un rêve très simple. 4 personnages descendent une rivière. Le rêveur, son père, un certain ami et une femme inconnue. Et Jung expliquait que dans la mesure où l'ami représente une personne bien connue du rêveur, il fait donc partie de son monde conscient, comme son père, et lui dont il est le sujet du rêve. La femme, elle, serait plutôt du côté de l'inconscient, la femme inconnue. Dans les premiers rêves, le schéma était inverse. 3 du côté de l'inconscient, 1 du côté du conscient. Donc Jung constate que dans ce rapport inversé au rêve précédent, l'inconscient a donc été dépotentialisé. Il faut en chercher la raison qu'en plongeant, le rêveur a relié le haut et le bas. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus vivre comme un être abstrait et incorporel la réalité du problème de la vie et de l'amour, et d'agir en conséquence. C'est le Rubicon qui a été franchi. L'individuation, le devenir soi, n'est pas un problème spirituel. C'est le problème de la vie en général. On retrouve ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, la question de la tension entre les opposés, et comment, dans cette dialectique du moi et de l'inconscient, à travers l'image du rêve et puis les symboles qui vont en découler, il y a quelque chose qui peut s'opérer d'une incarnation pleine et entière, où l'amour peut enfin se vivre. Et est-ce que vous diriez que le processus d'individuation est un processus amoureux, un processus d'amour, en faveur de l'amour? Est-ce que... Oui, je le crois. Je le crois. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il me semble que... C'est ce qui m'est venu en vous écoutant. Tout à fait. Je crois qu'on ne peut pas aborder l'alchimie du point de vue de Carl Gustav Jung sans parler de la tension entre les opposés et de leur possible conjonction. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose, c'est un fil qui court tout au long de l'œuvre de Jung. Et qui dit amour, dit aussi l'envers de l'amour. Et Jung est très prudent
Et il nous met souvent en garde, alors contre la foule, hein, Jung est très critique sur les foules, on le verra ensuite, mais il a aussi une façon de nous mettre en garde contre une conception idéalisée et trop unilatérale de l'amour. Hein. Parce que la méconnaissance des mécanismes inconscients opposés qui s'activent, comme l'emprise, la volonté de possession, le renversement de l'amour en son contraire, à savoir la haine, est très fréquent. Et à trop valoriser le bon côté des choses, on se laisse rattraper par l'envers de la médaille. Oui. L'amour et la haine sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tout à fait. Alors concernant la foule, hein, je l'ai dit, sa méfiance est très grande. Pensons au rôle catastrophique, vraiment catastrophique, dit-il, des sentiments populaires en temps de guerre. Hein, cet enthousiasme vers la destructivité. Pensons à notre prétendue humanité alors. C'est-à-dire que là, il attire notre attention sur le fait que l'être humain a vite fait de se laisser entraîner. Hein. La sentimentalité est une superstructure de la brutalité. Hein. Donc il différencie bien l'amour de la sentimentalité. Hein. Parce que l'amour reconnaît l'ombre, hein, son ombre. Il met aussi en garde, il nous met aussi en garde contre les méfaits d'un amour-possession. Comme il en existe trop souvent dans certains rapports familiaux, je dirais qu'une certaine actualité se fait régulièrement la messagère hein, de ces situations. Il dit par malheur, c'est presque un idéal collectif que de rester aussi négligent et inconscient que possible dans les situations concernant l'amour. Derrière le masque de respectabilité et d'attachement, la puissance négligée de l'amour emprisonne les enfants. Et il invite chacun d'entre nous à ne pas être dupe des reproches que nous pouvons adresser aux autres, alors qu'il s'agit avant tout de notre évolution personnelle. Alors vous connaissez tous cette phrase que je vais lire maintenant. La transition de la matinée à l'après-midi de la vie se fait par une sorte de transmutation des valeurs. La nécessité s'impose de reconnaître la validité non plus de nos anciens idéaux, mais de leur contraire, de percevoir l'erreur de ce qui était alors, jusqu'alors, notre conviction, de sentir le mensonge dans ce qui était notre vérité, et de mesurer combien il y avait de résistance et même d'animosité dans ce que nous prenions pour de l'amour. En vous écoutant, je me remémore la parole prononcée par Jésus-Christ dans son sermon sur la montagne. Il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Jung nous invite ici, comme Jésus-Christ en son temps, à reconnaître notre ombre et à l'aimer, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça, c'est une des grandes lignes de force hein, de la pensée jungienne. Et c'est aussi quelque chose qui se présente très souvent assez vite hein, dans le travail avec les patients, c'est-à-dire la façon dont l'ombre hein, petit à petit émerge et comment il va falloir travailler avec cette ombre, se confronter à elle. Jung parle assez souvent de l'amour de soi. Ne nous méprenons pas. Hein. Alors, on pourrait considérer que l'amour de soi, on pourrait l'appeler le bon narcissisme, hein, si on faisait appel à d'autres épistémologies. Mais en fait, Jung pose dans cette formulation de l'amour de soi la question du rapport de chacun d'entre nous à notre ombre, à sa reconnaissance en tant qu'agent de notre humanité. Pour ce faire, effectivement, Jung fait très largement appel aux grands textes fondamentaux, dont le premier est le Nouveau Testament. Voilà ce qu'il dit. « Aime ton prochain. Voilà qui est merveilleux. Nous n'avons pas à intervenir, mais il est dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Cette addition nous empêche d'adhérer parce que nous pensons que c'est de l'égoïsme que de nous s'aimer soi-même. Mais comment puis-je aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même? Comment pouvons-nous être altruistes si nous ne nous traitons pas convenablement? Mais si nous nous comportons convenablement envers nous-mêmes, si nous nous aimons, alors nous faisons des découvertes et nous voyons ce que nous sommes et ce que nous devons aimer. Il ne reste plus qu'à mettre le pied dans la gorge du dragon. Celui qui est incapable d'aimer ne pourra jamais métamorphoser le dragon et tout reste comme par le passé.
Alors, on l'a déjà rencontré, le dragon. Hein. Oui. Le dragon, c'est sortir du dragon, c'est-à-dire sortir de cette régression qui, pour le coup, serait tout à fait mortifère, hein, et qui nous laisserait dans un état d'infantilité qui ne permettrait pas d'aller vers une sortie, hein, des raies de ce dragon, d'une sortie de l'infantile pour une position mature. Hein. Et je pense que cette position mature, elle est tout à fait indispensable pour aller vers l'amour. Jung dit aussi, ce qui paraît simple est toujours le plus difficile. En fait, la simplicité constitue l'art suprême, et aussi l'acceptation de soi-même constitue l'essence même du problème moral et le centre d'une toute une conception des choses. Que j'asseye le mendiant à ma table, que je pardonne à celui qui m'offense, que je m'efforce même d'aimer mon ennemi au nom du Christ est certes haute vertu. Ce que j'ai fait pour le plus misérable de mes frères, à travers lui je l'ai fait au Christ. Mais qu'adviendra-t-il si d'aventure je découvre que le plus misérable de tous, que le plus pauvre des mendiants, que le plus effronté des calomniateurs, que mon ennemi enfin est en moi, que c'est moi-même qui ai le plus besoin de l'aumône de ma bonté, et que je suis précisément pour moi-même l'ennemi qu'il me faut aimer. Vers l'extérieur, nous dissimulons cela avec le plus grand soin. Nous cachons cet être minable dont nous sommes pétris. Nous nierons l'avoir jamais rencontré, même si c'était Dieu qui se cachait sous ses traits et qui nous abordait de la sorte, nous l'aurions 1000 fois renié bien avant que le coq ait chanté. Bon, ça ce sont... La persona. La persona, hein. Alors la persona qui dissimule toujours cette ombre. Hein. Alors Jung a des propos tout à fait féroces. Hein. Je ne puis aimer personne si je ne m'aime pas moi-même. Vous voyez, ça revient. Hein. C'est la raison pour laquelle on se sent tellement mal à l'aise en présence d'hommes ou de femmes qui se distinguent par leur façon particulièrement vertueuse, parce qu'ils rayonnent d'eux l'atmosphère du tourment qu'ils se font à eux-mêmes. Or cela n'est point vertu, mais au contraire vice. Du prétendu bien qui jadis était vraiment bon, c'est développer quelque chose qui n'est plus bon. C'est un subterfuge. C'est simplement une fausse position, un monde artificiel. Et cet amour de soi, où l'a-t-il mené? Alors il nous conduit à la fin de ma vie, à ces réflexions sur l'amour de Dieu, hein, qui occupe tout un long chapitre. Alors il ne faut pas oublier que Jung est un homme de son temps, époque où le christianisme était encore très présent dans la vie de tout un chacun. Jung est protestant, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de pasteur, hein, du côté de la branche maternelle comme paternelle. Nous savons aussi que l'un de ses grands-pères était médecin, comme quoi on n'échappe pas à son destin. Hein. Jung est un grand lecteur des textes fondamentaux, Premier et Nouveau Testament, et ses écrits sont traversés en permanence, hein, de ses préoccupations et de ses références. Hein. Elles occupent sa fin de vie, certains ouvrages aussi, hein, Réponse à Job par exemple, hein, et les chapitres finaux de ma vie. On va retrouver là quelque chose que vous avez repris tout à l'heure, Mathieu. Mon expérience médicale, aussi bien que ma vie personnelle, m'ont inlassablement remis en face du mystère de l'amour, et je n'ai jamais été capable d'y apporter une réponse valable. Et toujours cette idée des contraires. Il y va ici de ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de ce qu'il y a de plus éloigné et de plus proche, de plus élevé et de plus bas, et jamais l'un de ces termes ne peut être prononcé sans celui qui est son opposé. Alors, Jung revient souvent aux racines grecques, romaines, chrétiennes de notre culture pour comprendre le présent. Je le lis là. Hein. Dans l'Antiquité, Eros, de façon infiniment sensée, était un dieu dont la divinité dépassait les frontières de l'humain et qui, par conséquence, ne pouvait être ni compris ni décrit. Je crois que d'ailleurs, toute la littérature occidentale, mais du monde entier, s'y est essayée. Oui, oui.
le théâtre, l'opéra, la musique, la peinture, sans jamais y arriver. Totalement. Oui. Je pourrais, comme tant d'autres que moi avant s'y sont essayés, tenter de comprendre ce daimon, dont l'efficacité s'étend des espaces infinis du ciel jusque dans les ténébreux abîmes de l'enfer. Mais le courage me manque pour chercher le langage qui serait susceptible d'exprimer de façon adéquate le paradoxe infini de l'amour. Eros est un cosmogonos, un créateur, un père et une mère de toute conscience. La formule conditionnelle de Paul, « Si je n'ai pas l'amour », me semble être de toutes les connaissances la première et l'essence de la divinité elle-même. Quelle que soit l'interprétation savante de la phrase « Dieu est amour », son énoncé même confirme la divinité comme complexion oppositorum, complémentarité, connivence des contraires. Alors voilà, nous cheminons petit à petit vers la fin de cette présentation. Je crois qu'en filigrane des propos de Jung sur l'amour de Dieu et la nécessité inéluctable de s'y soumettre, il est toujours question de la relation entre le moi et le soi, toujours plus grand, auquel le moi doit d'une certaine façon se soumettre, tout en gardant conscience. Et c'est cette dialectique complexe qui est à l'œuvre, dans l'œuvre de Jung. L'amour, alors l'amour est un équivalent de la charité dans les textes chrétiens, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cette parole exprime tout, on ne saurait rien y ajouter, car nous sommes au sens le plus profond les victimes ou les moyens et les instruments de l'amour cosmogonique. Par là, je n'entends pas simplement un désir, une préférence, une prédilection, un souhait et autres sentiments analogues, mais un tout, un et indivisé qui s'impose à l'individu. Il lui est subordonné, il est à sa merci, qu'il acquiesce ou qu'il se révolte, il y est toujours pris et en demeure captif. Toujours il en dépend et toujours il a son fondement en lui. L'amour lui est lumière et ténèbres dont il ne voit point le terme. Alors nous savons que la figure du Christ a été très importante pour Jung dans cette proximité constante avec sa représentation du soi. Le Christ réalisateur des prophètes résiste à la crainte de Dieu et enseigne aux hommes que le vrai rapport à Dieu est l'amour. Il détruit ainsi le cérémonial de contrainte opposé par la loi et donne l'exemple du rapport personnel d'amour à Dieu, avec Dieu. Il n'est donc pas en vain que la théologie moderne parle de l'importance libératrice de l'événement intérieur ou personnel vécu, car toujours la ferveur de l'amour résout l'angoisse et la contrainte en une forme supérieure, plus libre de la sensibilité. Est-ce que Jung dirait que Jésus-Christ a intégré son ombre? Le Christ rencontre le diable, et il est crucifié entre les deux larrons, entre deux figures d'ombre. Donc, certainement que pour Jung, la figure du Christ pouvait être une figure de tension entre des opposés et d'une résolution par un troisième terme, ce que Jung appelle la fonction transcendante. Reine-Marie Albout, nous arrivons à la fin de notre entretien. Je me permets de récapituler les 7 étapes par lesquelles nous sommes passés. Vous avez identifié 7 étapes clés concernant l'amour dans la vie et l'œuvre de Carl Gustav Jung, son expérience infantile de l'amour, sa relation à la nature et aux animaux, sa vie amoureuse, son travail autour du transfert et de l'alchimie, le concept de tension entre les opposés et celui de l'ombre, et enfin l'amour du divin. Qu'avez-vous envie de partager avec nous pour conclure? Alors, bon, c'est vrai, nous avons fait un voyage exigeant pour mieux comprendre le mystère de l'amour dans l'œuvre de Jung. Comme toujours, vous l'aviez évoqué au départ, les fils de l'œuvre et de la vie s'entremêlent de façon continue.
Jung disait, je crois, une théorie, c'est un aveu. C'est très C'est juste. vrai, oui, c'est très juste. Accéder à une meilleure compréhension de l'œuvre de Jung et de la place que l'amour y occupe suppose de le lire et de le travailler. Et c'est cette étude qui nous permet de repérer comme ça ce fil conducteur, ces liens entre ce que Jung écrit sur l'amour et son propre parcours d'individuation. J'ai évoqué Freud à propos de ses échanges avec Jung concernant le transfert. Peut-être est-ce le moment de rappeler que pour Freud, le but de la cure analytique était de pouvoir permettre aux patients d'aimer et de travailler à nouveau. C'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est très juste. Oui, on est vraiment dans le quotidien, dans la réalité. Oui, aimer, c'est-à-dire restaurer un bon narcissisme qui permet de s'engager dans une relation aimante avec ses proches. Travailler, c'est la possibilité d'être créatif et de s'inscrire dans un environnement familial, social, professionnel, dans une contribution juste, féconde et satisfaisante. Pour conclure, je vous propose une réflexion qui nous concerne tous et toujours au plus près de nos vies. Il est difficile de croire que ce monde si riche puisse être pauvre au point de ne pouvoir offrir un objet à l'amour d'un être humain. Il offre à chacun un espace infini. C'est bien plutôt l'incapacité qui enlève à l'homme ses possibilités. Notre monde n'est vide que pour qui ne sait pas diriger sa libido sur les choses et les hommes et se les rendre vivants et beaux. La beauté ne réside pas dans les choses, mais dans les sentiments que nous confierons aux choses. Donc ce qui nous contraint à créer de nous-mêmes un substitut, ce n'est pas le manque d'objets extérieurs, c'est notre capacité à saisir avec amour une chose hors de nous. Certes, la difficulté des conditions d'existence, les contrariétés de la lutte pour la vie nous accableront, mais d'autre part, des situations extérieurement pénibles ne contrarieront pas l'amour, au contraire. Elles peuvent nous éperonner pour de plus grands efforts, nous amenant à inscrire toute notre libido dans la réalité. Moi, je trouve qu'à la veille de la Saint-Valentin, c'est un beau programme que Jung nous invite à mettre en œuvre dans nos vies et dans nos relations avec autrui. Oui, vous avez totalement raison. Et d'ailleurs, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Merci beaucoup, Reine-Marie Albou, pour tout ce travail et cet agréable moment passé à votre compagnie. Merci à vous.